Bonjour à tous, toutes et tous. Alors là, je vais faire une vidéo sur 15 questions qu'on se pose assez souvent et un peu pour tordre les idées reçues, pour tordre le cou aux idées reçues. Effectivement, on peut avoir souvent beaucoup d'opinions ici ou là sur la santé, sur ce qui est sain et pas sain. Mais beaucoup de gens ont une vision fausse de beaucoup de choses. Et donc là, il s'agit de rétablir des réalités. Souvent, ces idées fausses sont des idées de croyances populaires qui sont totalement erronées. Et alors, il y a une idée qui est vraiment fréquente dans l'imagerie populaire, c'est que l'eau bouillie est plus pure que l'eau non bouillie. Alors, bah non, pas du tout. Évidemment, l'eau bouillie, ça va détruire les bactéries. Ça aura un effet bactéricide. Mais c'est tout. C'est tout. Uniquement ça. Ça ne détruit pas les pesticides. Ça n'élimine pas les résidus de médicaments ou de polluants, des dioxines, etc., etc. Ça ne n'élimine absolument pas les métaux toxiques. Donc l'eau bouillie, vous pouvez la bouillir tant que vous voulez. Il faut d'abord absolument la filtrer si vous voulez la rendre consommable, car l'eau du robinet est une eau extrêmement polluée. Alors, il y a un corollaire aussi, une autre idée, c'est qu'il suffirait de mettre l'eau au réfrigérateur, à l'eau du robinet, pour éliminer les toxiques. Bah, à part le chlore qui va s'évaporer, vous n'allez pas éliminer grand-chose, hein. Donc vraiment, il faut absolument boire une eau filtrée, ou alors une eau en bouteille, mais évidemment de préférence en bouteille en verre. Alors ça, on n'en trouve pas vraiment beaucoup, hein. On a surtout des bouteilles en plastique sur le marché, et ça pose quand même un gros problème. Donc l'eau filtrée, si c'est l'eau du robinet. Autre idée reçue, la vitamine C naturelle et le sommeil. On dit que la vitamine C empêche de dormir et qu'il faudrait la prendre que le matin. C'est totalement faux. La vitamine qui va vous empêcher de dormir, c'est la vitamine C de synthèse, qui d'ailleurs est souvent surdosée dans les compléments alimentaires à base de vitamines. Hein, on s'approche plus même du médicament que du complément alimentaire. Le complément alimentaire, pour moi, est fait à partir de produits 100% naturels. Donc la vitamine C, par exemple de l'acérola, ne posera absolument aucun problème de sommeil. Hein, évidemment, il ne faut pas en prendre des tonnes, mais on en prend un comprimé de 500 mg qui va apporter 100 mg de vitamine C. Ça suffit largement à la dose journalière recommandée. Eh bien, ça ne va pas empêcher du tout de dormir. Autre idée reçue, le citron qui serait alcalinisant. Alors ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde des thérapies naturelles. Et c'est une idée complètement fausse. D'ailleurs, pour s'en persuader, et je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement, il suffit de plonger dans du jus de citron un œuf avec sa coquille, hein, et le laisser pendant à peu près 24 heures. Et au bout de 24 heures, la coquille a été attaquée par l'acide du citron. Le jus de citron devient doux, d'ailleurs, il change de saveur, il devient doux, son acide a été neutralisé par la coquille d'œuf, et au fond, on retrouve beaucoup de minéraux, une espèce de boue minérale. Il suffit de retirer l'œuf, alors précautionneusement, parce que l'œuf est très fragile, la coquille ayant été attaquée, et après on remue, on touille la boue minérale et le jus de citron qui est devenu neutre, et on boit tout ça. C'est un excellent reminéralisant. Mais en aucun cas le citron alcalinise. Ce qui alcalinise, ce sont les minéraux. C'est pas le citron. Le jus de citron est acide, pH 2, 2,5 ou 3. Donc dans l'organisme, ça va acidifier l'organisme qui doit, lui, mobiliser sa masse minérale pour provoquer une réaction d'alcalinisation en réaction à l'acide du citron. Alors on va dire, oui, mais le citron alcalinise dans l'organisme. Mais non, c'est l'organisme qui détruit l'acide du citron en mobilisant la masse minérale.
Après, l'eau du thé, est-ce qu'elle est absorbée? Alors ça, c'est une question qu'on me pose parfois, que des élèves me posent. Est-ce que l'eau du thé est absorbée quand on boit du thé? Bien sûr que oui. Toute infusion, d'ailleurs, faite à base d'eau chaude, toute eau d'infusion sera absorbée par les intestins. Après, c'est vrai que le thé, lui, est diurétique. Donc il va chasser l'eau qui aura été absorbée. Il va activer les reins. Mais l'eau au niveau intestinal est bien sûr absorbée. Après, on va dire, autre idée reçue, est-ce que l'eau minérale apporte des sels minéraux utiles? Eh bien, non. Pourquoi? À moins d'avoir une eau pétillante naturellement, à fine bulle, comme l'eau de Saint-Géron par exemple, ou l'eau de Châteldon, les eaux minérales ont des minéraux qui ont stagné dans la bouteille. Et donc, ce sont des minéraux où la biodisponibilité est très faible. Pour activer la biodisponibilité de ces minéraux, il faudrait ioniser l'eau, il faudrait l'exposer à des arcs électriques pour hyper-ioniser l'eau. Et à ce moment-là, effectivement, les minéraux seraient beaucoup plus faciles à assimiler par l'organisme. Ces minéraux qui ont stagné seront beaucoup moins biodisponibles et généralement ils partent par les reins. Donc boire une eau très minéralisée, ça peut même favoriser les calculs rénaux. Donc attention à ça. Si on veut profiter des minéraux d'une minérale, il vaut mieux aller à la source, c'est-à-dire dans la station thermale. Est-ce que les légumineuses apportent des protéines suffisantes? Les légumineuses, je le rappelle, ce sont les pois chiches, les lentilles, le soja, ainsi que par exemple le lupin. Alors, en principe, non. Et pour s'en rendre compte, il suffit de consommer un régime végétal lien. On va s'apercevoir qu'on va fatiguer, qu'on va s'anémier à la longue, qu'on va... alors l'anémie peut être liée à une carence en protéines ou en vitamine B12. On va s'apercevoir aussi qu'on va avoir une fonte musculaire éventuellement, une fragilité osseuse éventuellement. Donc ça, c'est les tableaux de carence en protéines. Alors évidemment, tous les végétaliens ne sont pas carencés en protéines. Si vous associez aux légumineuses des algues ou des champignons qui apportent de la B12 et des acides aminés suffisants pour une ration protéinique suffisante, là, il n'y aura pas de souci. Évidemment, on combine ces légumineuses et ces algues ou ces champignons avec des céréales et le tout sera extrêmement complémentaire. Évidemment, là, là c'est plutôt une question sociale. Il faut plutôt accepter de suivre des régimes qui seront pas partagés par tout le monde. Qu'on pourra pas forcément avoir dans tous les restaurants que l'on peut rencontrer. Donc là c'est une question plutôt sociale, donc c'est autre chose. Mais au niveau nutritionnel, les légumineuses en soi n'apportent pas de protéines suffisantes. Il y a souvent des carences en certains acides aminés essentiels, et donc ces protéines-là doivent être complétées impérativement. Après, il y a une autre idée reçue dans un autre registre sur les huiles essentielles. Alors, est-ce que les huiles essentielles doivent être bio ou pas bio? Quel risque il y a avec une huile essentielle pas bio? Eh bien, il y a des fabricants, des distillateurs d'huile essentielle non bio qui vont dire « Ah, mais en non bio, c'est pas grave, parce que de toute façon, le pesticide, il va pas passer dans le distillateur d'huile essentielle. » C'est totalement faux. Lorsque il y a des tas d'études qui ont été faites, des tas d'analyses qui ont été faites, qu'on peut retrouver dans des sites scientifiques sérieux, qu'on peut retrouver sur pubmed.com par exemple, qui répertorie tout ce qui est études scientifiques dans le monde, on s'aperçoit par exemple pour la lavande ou la sarriette ou les eucalyptus, alors c'est très net pour la lavande par exemple, que lorsqu'on distille une lavande non bio, on retrouve des pesticides dans l'huile essentielle,
et même en concentration supérieure à ce qu'on trouvait dans la lavande. Donc, la distillation de l'huile essentielle non bio concentre même les pesticides qu'il y a dans la plante. Il faut savoir que les pesticides, alors l'argument de ceux qui disent le contraire, c'est de dire, mais les pesticides, c'est des molécules lourdes qui ne vont pas avec les huiles essentielles dans le distillateur. Ben, c'est totalement faux, là encore, parce que les pesticides, les organochlorés, les organophosphorés, par exemple, ce sont des molécules qui sont de taille, de poids moléculaire très voisins des poids moléculaires des huiles essentielles. Et d'autre part, ces pesticides, souvent, ce sont des substances qui peuvent contaminer aussi bien ce qui est hydrosoluble que ce qui est liposoluble. Donc, non, il faut absolument pas prendre de l'huile essentielle non bio. Il faut vraiment recourir aux huiles essentielles bio certifiées pour être sûr de ne pas avoir de concentration de pesticides dans l'huile essentielle. Alors, autre idée reçue, les fruits crus sont-ils toujours bons pour la santé? Eh bien, d'abord, ça dépend en quelle quantité. Les fruits crus, il faut les manger en quantité raisonnable. Ensuite, ça dépend pour qui, parce que vous avez des gens de tempérament carbonique qui vont bien tolérer les fruits acides, et au contraire, l'acide des fruits va les aider à fluidifier leur sang. Mais pour quelqu'un de tempérament nerveux, c'est tout à fait peu indiqué, surtout en hiver. Le fruit acide va augmenter les risques de sinusite et d'autres maladies liées au froid. Et puis d'autre part, les fruits crus doivent être mangés uniquement entre les repas. Jamais en fin de repas ou en début de repas. Pourquoi? Parce que l'acide des fruits, d'une part, et leur propension à fermenter, fait que s'ils stagnent dans l'estomac avec le bol alimentaire, ça va fermenter et faire fermenter tout le bol alimentaire. D'où les ballonnements, des gaz, des fermentations digestives, des reflux gastro-œsophagiens. Par exemple, la tomate étant un fruit, on rencontre la même chose avec la tomate, avec la tomate crue. Donc les fruits crus, l'idéal, c'est de les consommer absolument loin des repas, vers 17h, 18h par exemple, ou vers 11h, 11h30. Ça sera les meilleurs moments pour les consommer. Mais jamais au repas. Et s'il fait très chaud, on peut à la limite remplacer le repas du matin par un repas de fruits. Pourquoi pas? Ou le repas du soir par un repas de fruits. Pourquoi pas? À titre personnel, c'est ce que je fais quand il fait très très chaud, on n'a pas très faim. Eh bien le soir, une salade de tomates ou bien une barquette de framboises avec d'autres types de fruits crus, un yaourt éventuellement, ça passe très très bien et on n'a pas forcément besoin de plus. Alors, autre idée reçue encore, est-ce qu'il vaut mieux consommer des légumes en boîte ou des légumes frais? Alors, évidemment, le légume en boîte, il est conservé. Alors que le légume frais, plus vous tardez pour l'utiliser, plus les vitamines se détruisent. Mais le problème du légume en boîte, c'est le revêtement de la boîte. Si c'est en boîte métallique, à l'intérieur, il y a un revêtement qui généralement est toxinique. Alors ça peut être des métaux toxiques comme l'étain, ça peut être des matières plastiques si l'intérieur est plastifié. Donc c'est pas génial du tout. L'idéal, ce serait d'avoir des pots de conserve en verre. Ça serait l'idéal. Et on n'en retrouve pas partout. Tous les légumes ne sont pas conservés de cette manière-là. L'idéal, c'est quand même le légume frais. Mais le légume frais en circuit court. En circuit court pour être à peu près sûr d'avoir des quantités de vitamines suffisantes. En circuit long, s'il a stagné pendant 2-3 semaines en chambre froide, par exemple, après il se l'étale du magasin, qu'il stagne encore, c'est sûr que là, le légume frais, il est plus très frais, on va dire, et la vitamine, il a un peu moins. Donc, il vaut mieux quand même consommer des légumes frais, mais bien veiller à la fraîcheur de légumes. Et plutôt s'approvisionner en circuit court. En magasin bio, souvent dans les Biocoop par exemple, les produits sont extrêmement frais. Est-ce que les oléagineux font-ils grossir? Ça, c'est encore une autre idée fausse.
Et on pourrait rentrer dans la même question. Est-ce que le saumon fait grossir? Est-ce que le saumon c'est mauvais pour le cholestérol? Est-ce que la pomme c'est mauvais pour le cholestérol? On entend encore des bêtises comme ça. Bah bien sûr que non. Tous ces aliments ne font pas grossir, sauf exception. C'est sûr qu'un oléagineux comme la cacahuète, qui est chargé d'acides gras saturés, eh bien là, ça, cet oléagineux fera grossir, ça c'est vrai. Mais la plupart des oléagineux vont apporter des oméga 3 ou des oméga 6, utiles pour la peau, utiles pour le système nerveux, donc utiles pour l'organisme, et qui ne sont pas utilisés en calories généralement, qui sont utilisés plutôt à la construction de nos tissus. Donc c'est pas du tout pareil. Ce qui est utilisé en termes de calories, c'est plutôt les acides gras saturés, qu'on va retrouver par exemple dans la cacahuète, par exemple, hein, ou dans le beurre, par exemple. Voilà. Donc les oléagineux, la plupart du temps, ne font pas grossir. En revanche, si on en consomme trop, c'est le foie qui peut ne pas aimer. Donc notre limite, c'est notre capacité à digérer les oléagineux au plan hépatique. Est-ce que le gras est toujours mauvais pour la santé? Ben ça, c'est encore une autre idée reçue que dont je viens de répondre, question à laquelle je viens de répondre à l'instant. Évidemment, le gras n'est pas toujours mauvais pour la santé. Le saumon, par exemple, qui contient des graisses polyinsaturées, comme la noix, comme le lin, sont des constructeurs des tissus nerveux et de la peau, par exemple. Hein. Donc, il n'y a aucun souci avec ces produits-là. Par contre, je le répète, c'est le foie qui aura peut-être des limites pour digérer ces aliments-là. Alors ensuite, est-ce qu'il existe des aliments fondamentalement bons ou mauvais? Ça, c'est une grande question. On pense souvent qu'il y a des aliments fondamentalement mauvais pour la santé. Il n'y a pas d'aliments fondamentalement mauvais pour la santé. Ça dépend pour qui d'abord. C'est sûr que pour quelqu'un, une femme qui a un cancer du sein, le soja qui est riche en œstrogéniques est mauvais pour sa santé à elle. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de problème avec les œstrogènes, le soja est bon pour sa santé. Hein, il peut être bon. Tout dépend de la quantité auquel on consomme le soja. Tout dépend de la quantité à chaque fois auquel on consomme l'aliment. L'aliment, en lui-même, on va dire, c'est un peu comme le marteau. Le marteau, on peut l'utiliser pour taper sur des clous et construire un meuble, ou alors pour taper sur quelqu'un. Alors dans un cas, c'est une bonne utilisation, dans l'autre cas, c'est une mauvaise utilisation. Mais les aliments, c'est pareil, il n'y a aucun de fondamentalement bon ou mauvais. Hein, il faut savoir qui le consomme, en quelle quantité, quand, associé à quoi. Hein, on a parlé tout à l'heure des fruits crus. La pomme peut être bonne pour la santé, mais si on en consomme en fin de repas, c'est mauvais pour la santé. Et si on en consomme 15 par jour, ça sera mauvais pour la santé. Donc tout dépend de la quantité du moment où on prend les aliments en question. Après, ceux qui veulent absolument éviter la viande, éviter le laitage, etc., il peut y avoir des raisons personnelles qui ne sont pas critiquables. Les laitages ne sont pas forcément tolérés par tout le monde, déjà, par exemple. Hein. La viande crue ou la viande cuite, c'est pareil. La viande rouge, c'est pareil. Ça peut ne pas être toléré par tout le monde. Donc ça, c'est une question de tolérance individuelle. Autre question, est-ce que l'aluminium est toxique ou pas? Eh bien, il est toxique, l'aluminium. Attention au papier aluminium pour emballer les aliments. Et on va jamais faire cuire un aliment papillote dans l'aluminium. Utilisez plutôt du papier sulfurisé, qui ne sera pas toxique. Alors que l'aluminium, lui, peut poser problème de toxicité, notamment au plan neurologique. Hein, l'aluminium, par exemple, diminue la mémoire de manière parfois considérable. Hein, et la concentration. Donc attention à l'aluminium au plan neurologique et au plan de la performance intellectuelle. Ça n'est pas bon pour la santé, l'aluminium. Et que penser des régimes sans cholestérol? Alors, il y a des gens qui prônent les régimes sans cholestérol. Eh bien, moi, je suis totalement contre, car le cholestérol a une utilité. C'est un précurseur des hormones stéroïdiennes,
c'est un précurseur des sels biliaires, c'est un précurseur de la vitamine D. Donc se carencer en cholestérol, ça revient à se carencer en sels biliaires, en vitamine D et en hormones stéroïdiennes, comme les œstrogènes et la progestérone, ou la testostérone. C'est comme ça que des femmes peuvent avoir une ménopause précoce, en ayant fait un régime sans cholestérol. D'autre part, le cholestérol, ça fait partie de la constitution, la composition de la membrane cellulaire. Donc c'est absolument nécessaire aussi la construction des membranes de nos cellules. Le cholestérol, ce n'est pas un ennemi de la santé, contrairement à ce que beaucoup pensent. Évidemment, l'excès de cholestérol, quand on a 2,3 g, 2,4 g, 2,5 g de cholestérol par litre de sang, là, ça n'ira pas. Et là, il vaut mieux réguler. On peut réguler avec du pleurote, avec du chrome en complément alimentaire, par exemple, ou du chrysanthellum, ça marchera très bien. Mais on ne fait pas de régime sans cholestérol. C'est dangereux pour la santé. Alors, dernière question qu'on va aborder. Est-ce qu'une alimentation équilibrée remplace les compléments alimentaires? Ça, c'est encore une idée reçue qui est terrible. Il faut savoir que dans la nature, le singe, le chimpanzé, a une pharmacopée de 64 plantes. Le chien, quand il mange du chien-dent, pour lui, le chien-dent est un complément de son alimentation et lui permet de purger ses reins. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Les compléments alimentaires ont une utilisation en complément d'une alimentation équilibrée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée, bien évidemment, mais les compléments alimentaires ont une utilité associée à une alimentation équilibrée. Les compléments alimentaires servent notamment à créer la petite bascule physiologique qui permet d'aller vers la santé, qui permet de réguler une fonction de notre organisme, qui permet d'activer une fonction de notre organisme. Donc les compléments alimentaires, évidemment, et c'est pas uniquement parce que j'en vends aussi parce que j'y crois, hein, pas uniquement parce que ça se vend, non, parce que j'y crois, sinon je vendrais autre chose. Eh bien, les compléments alimentaires ont une utilité, tout comme le réglage alimentaire. On ne peut pas remplacer l'alimentation par des compléments alimentaires, et la réciproque est vraie. On ne peut pas remplacer les compléments alimentaires simplement par des produits alimentaires à usage médicinaux. Eh bien, écoutez, j'espère que j'aurai été assez clair sur toutes ces idées reçues dont il fallait tordre le cou, hein, mais je pense qu'il y avait des petites mises au point nécessaires. Hein. Après, évidemment, à vous de faire des recherches complémentaires et de continuer à apprendre comme nous apprenons tous sur cette terre. À très bientôt.